J'inviterai maintenant le docteur Guillaume Caldente, qui est probablement de Montréal. Exactement. Voilà. Qui va nous présenter une stratégie invasive précoce dans le traitement de la myocardite fulminante. Ma langue maternelle n'est pas le français non plus. Parfois, j'invente des mots. Je suis créatif. Je suis un fellow de l'insuffisance cardiaque et greffe de l'Institut de cardiologie de Montréal. On va présenter un cas clinique assez intéressant. C'était un monsieur de 21 ans qui n'avait pas aucun antécédent, il n'y avait pas de facteur de risque cardiovasculaire ni antécédent familial de cardiopathie, pas de consommation de toxiques, il n'y avait pas d'allergie. Donc, ce monsieur s'est présenté à l'urgence de l'hôpital Pierre-Boucher les mois de juin pour douleur rétrosternale et dyspnée. Les tableaux cliniques avaient commencé 4 jours avant avec un tableau infectieux, avec des frissons, arthromyalgie. Il s'avait aggravé les jours précédents à la consultation avec des restes progressifs qui avaient une allure péricardique. Donc, arrive à l'urgence, le monsieur c'était stable hémodynamiquement, la pression c'était belle, fréquence cardiaque 80, pas de surcharge de l'exploration physique, il n'y avait pas de fièvre. C'était inconfortable pour la douleur. Et ça, c'était l'électrode qu'on avait, le premier électrode à l'urgence. Il y a un rythme sinusal à 80, une légère élévation de l'ST diffuse compatible avec péricardite. Les rayons X des poumons, on n'a pas ici les images, mais il y avait un léger épanchement pleural gauche. Et dans les labons, leucocytose, fonction rénale normale, mais il y avait déjà une importante élévation de marqueurs de nécrose myocardique. Donc, une écho est faite qui montre une fraction d'éjection 30%, sévèrement diminuée. On n'a pas les images de Pierre Boucher, mais on a après les images suivantes. Il y avait une hypokinésie sévère globale. Et tout de suite, c'est mis à l'unité de soins intensifs avec le diagnostic de myocardite aiguë. Donc, on commence les traitements avec une petite dose de captopril. Il fait une chute de pression artérielle. Pendant les heures suivantes, ils ont besoin de débuter la myrinone pour hypotension. Pendant la nuit, il y a aussi clinique de surcharge, besoin de la 6IV. Et le lendemain matin, les patients, la pression c'était bien, mais malgré la myrinone, et il y avait une fréquence déjà un peu plus tachycardique, on reçoit l'appel pour le transfert à l'ICM. Entre-temps, les troponines étaient encore en train de démonter. Donc, il arrive à l'ICM le lendemain l'après-midi, il y avait une pression déjà 90-60 avec la perfusion de myrinone à 0,2 microgrammes km minute, et il y avait une tachycardie à 130 battements par minute. Les patients, c'était oligoanurique. À l'exploration physique, il y avait clinique de surcharge. Ça, c'était l'électro. C'est une tachycardie à 130 par minute. Peut-être on voit les P ici, on avait discuté, c'était l'électro. Peut-être c'est un PR très allongé dans le contexte de l'inflammation. Les labos, la fonction rénale était préservée, mais je répète qu'elle était oligoanurique et il y avait déjà élévation du le bilan hépatique. La gazométrie montrait une alcalose respiratoire, la péridose était sévèrement diminuée malgré un ventimasque à 50%. On répète une écho, on va voir tout de suite les images et la fraction d'éjection c'était 17%, les VG n'étaient pas dilatés, il y avait une hypertrophie et un index cardiaque à 1,8 malgré la myrinone. En fait, encore, il n'y avait pas de lésion coronarienne et on profite pour faire des biopsies endomyocardiques. Ça, c'était l'écho. On voit ici une sévère diminution de la fraction d'éjection, c'était 17%, il n'y avait pas de valvulopathie, c'était pour une hypokinésie diffuse. Les VD, c'était comme dysfonction légère, et les septum et les parois postérieures mesuraient 14 mm. Donc, on a un patient de 21 ans, un jeune patient avec une clinique d'insuffisance cardiaque rapidement progressive suite à un tableau infectieux, et c'est un choc cardiogénique, et on voit qu'il a la fraction d'éjection a diminué comme 50% en 24 heures. Il avait passé de 30% à 17% en 24 heures. Donc, on a un tableau compatible avec les myocardites fulminantes. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On ajoute plus d'inotrope, on ajoute de l'évo. Donc, en ce moment, on avait discuté les cas et on avait décidé le même jour, quelques heures plus tard, faire une consultation à la chirurgie, on implante un impella 5 litres. On va parler après de l'impella. C'est une assistance ventriculaire percutanée, mais c'est d'insertion chirurgicale parce que les 5 litres, il y a pas mal, c'est un gros cathéter. Les procédures étaient sans complications, retour du bloc opératoire avec une tension moyenne 80,
avec une petite dose de lévoelmirinone, diurèse acceptable. Il y avait un petit hématome dans le site de ponction, mais c'était stable. Le lendemain, c'était le lendemain matin, le patient s'était extubé, le lévo a été cessé. Il faisait un pic de température avec les leucocytoses qu'il y avait et l'écho sous support. Les images à gauche étaient supposées de bouger. OK. On voyait qu'il y a déjà 20-35% VG non dilaté. On voit ici les images de l'Impella. Ça, c'est les cathéters. Les cathéters, c'est dans les ventricules gauche. Il prend les seins des ventricules gauche et les éjecte dans la haute ascendant. On voit ici les flows Doppler. On reçoit le même jour les résultats de la biopsie. Il y avait un infiltrat leucocytaire. Il n'y avait pas de cellules géantes. C'était important. C'était ça qu'on voulait aussi éliminer pour l'impact pronostic que ça représente. Il n'y avait pas de nécrose. Les 48 heures après l'admission, l'évolution c'était très bon. Il n'y avait pas de fièvre. Il avait reçu 2 doses de solumédrol, malgré les myocardites fulminants, le traitement immunosuppresseur n'est pas très démontré. Et les échos démontraient que la fraction d'éjection s'améliorait progressivement. On voyait 44%, 48%. Donc, on avait débuté les sévrages de l'Impella. Les 15, surprenamment, 3 jours après de l'admission, l'écho était complètement normal. L'Impella a été retiré, la mérinone a été cessée. Seulement avec la retirée de l'Impella, il y a un hématome avec chute d'hémoglobine à 69 qui a eu besoin de transfusion. Et les jours après, évolution très bonne. On avait débuté les IEK en avril 2.5 BID. Le 18, il a fait un peu plus de température, mais on avait attribué ça à la réabsorption du gros hématome qu'il y avait parce qu'il faisait déjà quelques jours qu'il n'y avait pas de fièvre et le bilan septique avait été négatif. Et le 19, ça c'est une semaine après de rentrer en choc cardiogénique. Donc, le monsieur était stable, NT-proBNP 430, et ça c'était l'électro. RIM sinusal 75 sans aucune évidence de myocardite. Donc ici, la résonance qu'on avait fait le même jour confirmait une fraction d'éjection gauche et droite normale. Il y avait, si on voit ici, c'est les séquences T2. Ça montre de l'édème, c'est un signal hyperintense, septal, antérieur, latéral. Ça, c'est des rehaussements tardifs dans les mêmes régions. Et a été congé une semaine après de l'admission. A été revu en clinique externe quelques semaines plus tard. Le monsieur c'est stable, asymptomatique, hémoglobine normalisée et l'NT-proBNP déjà normal. On avait cessé les bêta-bloqueurs parce qu'il y avait de orthostatisme et beaucoup de fatigue. C'est un jeune patient. Il s'est maintenant avec les inhibiteurs à petite dose. Et on a prévu de faire une résonance dans 6 mois, ça c'est le mois de décembre. Donc seulement rapidement, je vais essayer 10 minutes. La myocardite fulminante, c'est un processus inflammatoire myocardique avec une insuffisance cardiaque rapidement progressive. Et les facteurs qui font que normalement l'étiologie c'est virale dans notre milieu, c'est les Coxsackie et l'adénovirus les plus fréquents. Et les facteurs qui déterminent qui ça va évoluer en myocardite fulminant ou non fulminant ne sont pas connus. Il y a des études qui montrent par exemple ici les patients avec myocardite fulminant, ils ont plus fréquemment de symptômes viraux avec de la fièvre, etc. Et c'est présent plus fréquemment avec classe fonctionnelle plus avancée. Les diagnostics différentiels, on ne va pas dire tout parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est surtout la myocardite des cellules géantes qui c'est une myocardite qui s'associe à beaucoup d'arythmies et les pronostics c'est mauvais. Vraiment, ils donnent des immunosuppresseurs, mais fréquemment il faut lister les patients pour greffe. Les myocardites éosinophiliques aussi, les pronostics sont très mauvais. Les sarcoïdoses, c'est dans une femme qui est dans les derniers mois de grossesse, 5 mois post-couchage, donc la cardiomyopathie péripartum, c'est à avoir en compte. Donc, quel est le pronostic de la myocardite fulminante? Donc, malgré qu'ils sont patients qui sont plus malades dans les faits aigus, sont malades qui sont en choc cardiogénique fréquemment, ils ont besoin d'amines, etc. L'évolution, c'est très rapide dans les premiers jours. Ce sont patients qui, à long du temps, ils ont beaucoup mieux de pronostics que les myocardites aigus. Cette étude de l'année 2000, on voit ici qu'il y a 11 ans, il y avait une survie de myocardite fulminante de 93, alors que la myocardite aiguë, c'était 45%. Aussi, la présentation fulminante, c'était un facteur indépendant de survie sans transplantation.
Dans les traitements, il n'y a pas de traitement spécifique, c'est surtout les supports des inotropes, des dispositifs d'assistance ventriculaire et les traitements généraux de l'insuffisance cardiaque, les inhibiteurs, bêta-bloqueurs. Dans les supports, l'ECMO a montré de bons résultats comme thérapie des supports avec récupération complète de la fraction d'éjection. Normalement, c'est une semaine, 10 jours. Ici, c'était 3 jours. On était tous surpris. Et le rôle de l'Impella 5 comme support aussi a été démontré dans d'autres études. C'est l'appareil qu'on a utilisé ici. L'Impella 2.5 a été aussi, il y a quelques études qui ont montré que si ce sont patients qui ont beaucoup de détérioration d'hépatie rénale, patients en choc, parfois c'est l'Impella 2.5, c'est implantation percutanée dans les labos d'hémodynamie. Parfois c'est insuffisant parce que le débit c'est limité, c'est 2.5 litres seulement. Mais il y a un dispositif de 4 litres percutané qui ça sera disponible sous sport. Ça, c'était un tableau d'assistance, de support mécanique dans le myocardite fulminant, c'est l'année 2001. C'est certain que ça a évolué beaucoup dans les dernières 10 ans, mais on voit ici que si on donne des supports avec ECMO, etc., la survie c'est 70%, et s'il y avait des résultats variables. Et l'Impella, seulement quelques diapositives de l'Impella 5, c'est le dispositif qu'on a utilisé. L'Impella 5, c'est un cathéter qui est rentré pour l'artère fémorale et ça va dans le ventricule gauche. Ça, c'est la cavité du ventricule. D'ici, il y a l'illet arias. Par ici, il rend le sang, il est jeté dans la haute ascendante. Donc, c'est un pont microaxial intracardiaque. C'est un flot continu, n'est pas pulsatile et il donne un support temporaire de 6 heures jusqu'à 10 jours. Il a besoin de minimum bedside support. C'est un simple point d'accès, c'est l'artère fémorale. Il n'y a pas de volume extracorporel comme l'ECMO, donc il y a moins de réponses inflammatoires que l'ECMO, etc. Ça donne un déchargement ventriculaire direct, environ de 5 litres par minute, diminue la tension pariétale et augmente l'apport d'oxygène dans tous les organes hypoperfusés dans les chocs en diminuant les besoins d'inotropes. Le problème, c'est que seulement dans le support à le ventricule gauche, s'il y a une dysfonction de VD importante, on devrait penser avec un ECMO ou ajouter une Impella droit qui est percutané seulement. Et un des problèmes, c'est l'hémolyse. On devrait monitorer l'LDH, l'aptoglobine et l'hémoglobinurie chez ces patients. Et les contre-indications, c'est le problème de la valve aortique ou valve aortique mécanique qui empêche d'endommager la valve en traversant avec les cathéters, ou la maladie périphérique sévère qui nous empêche de monter un cathéter assez gros. Ça, c'est un peu les images. Ça serait le pigtail. Ça, c'est dans les ventricules, par ici enlaçant. Ici, il y aura les valves aortiques. Et ici, j'ai le sang dans la haute ascendante. Ici, il y a un différentiel de pression qui mesure les différences entre la pression dans les ventricules et dans la haute pour savoir si on est bien placé. Ça serait toute l'équipe. Il y a les cathéters, une console pour pouvoir programmer les vitesses. C'est des P0 qui est arrêté à P9, qui est la maximum vitesse. Et une pompe d'infusion qui il faut d'estrose à 20% et l'héparine pour éviter qu'il y ait des sang qui vont dans les moteurs. Ça serait un peu des images d'écho comme ça serait. Ça serait une Impella bien placée. On voit les flux ici dans la haute ascendante. Ça, par exemple, serait mal placé parce qu'il y a déjà les flux dans les ventricules. Et ça, c'était la dernière diapositive seulement pour voir un peu les différences entre les autres dispositifs d'assistance percutanée. On voit que les ballons, qui est très connu et c'est très utilisé, mais on donne seulement 0,5 litres minute de débit cardiaque de plus. Les tandem heart aussi peut donner de 3,5 à 4. Il y a plus de complications au niveau de la jambe, etc. On n'a pas beaucoup d'expérience avec les tandem heart. L'Impella 2.5, c'est le même appareil, mais plus petit. C'est implanté dans les labos d'hémodynamie. Et l'ECMO qui on utilise dans les cas qu'il y a insuffisance droite, etc. Et il y a plus d'activation d'interleukine, etc. Donc, en conclusion, le message clé est de dire que la myocardite fulminante, c'est une pathologie rapidement progressive et potentiellement mortelle à court terme. Les patients doivent être traités de façon agressive avec l'utilisation de supports inotropiques avec ou sans ballon, mais si on voit qu'il n'y a pas une réponse rapide au traitement, on devrait y aller rapidement avec un dispositif d'assistance ventriculaire. Dans ces contextes, ce sont patients normalement un choc cardiogénique Intermax 1, les dispositifs percutanés sont une bonne option, par exemple l'Impella 5 ou l'ECMO. Et dire seulement qu'il y avait les traitements agressifs, la récupération ventriculaire complète, c'est fréquent.
et la majorité des cas n'a pas besoin de greffe. On devrait attendre quelques jours avant de passer une greffe. Merci beaucoup. Merci. C'est ça.